Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est la grande étape de ce Tour de France. La terrible double montée de l'Alpe d'Huez a été remportée par un coureur français, Christophe Riblon. Signe là un succès de prestige et nous offre beaucoup d'émotions. Les images dans ce journal. La synthèse sur la transition énergétique a été adoptée par l'ensemble des acteurs du débat. Après avoir fait monter la pression, le MEDEF a finalement apposé sa signature sur le document final tout en soulignant leurs nombreux points de divergence. Et au final, ce sera au gouvernement de trancher. Les conclusions de l'autopsie sont formelles. L'otage Philippe Verdon est mort assassiné d'une balle dans la tête. Le président de son comité de soutien pense qu'il a été exécuté parce qu'il était affaibli. Enlevé il y a 1 an et demi par Al-Qaïda au Maghreb islamique, il souffrait d'un ulcère et de tachycardie. C'est une décision qui crée la polémique. L'opposant russe ennemi numéro 1 de Poutine, Alexeï Navalny, a été condamné à 5 ans de camp dans un procès pour détournement de fonds. Il a été immédiatement écroué. Des milliers de partisans de l'opposant dénoncent ce soir une parodie de procès téléguidée par le président russe. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. La rémunération du livret A va donc retomber à son plancher historique, 1,25%. Mais le gouvernement précise que ce taux permet de garantir le pouvoir d'achat du livret A en le maintenant au-dessus du niveau de l'inflation. Les explications de Jérôme Rabier. 8 Français sur 10 détiennent un livret A et c'est plus de 236 milliards d'euros d'épargne qui fructifient par ce biais. Calculé sur l'inflation et sur les taux d'intérêt des emprunts, il va désormais rapporter moins, mais cela aurait pu être pire pour les épargnants. Si nous avions appliqué mécaniquement, comme c'est la règle, l'augmentation et l'actualisation du taux de livret A, c'est 1% qu'il aurait fallu adopter, 1%. Eh bien, le gouvernement a souhaité maintenir un niveau supérieur de pouvoir d'achat du livret A. C'est pourquoi le taux de 1,25% a été décidé. Le placement moyen étant de 3 700 euros, c'est presque 20 euros d'intérêt par an dont les Français devront se passer. Peut-être un peu moins attractif, le livret A garde en tout cas toute son utilité, car 2 tiers des sommes collectées sont destinées à la Caisse des dépôts et consignations. Elle s'en sert ensuite pour financer la construction de logements sociaux. Et pour elle, la baisse de la rémunération du livret, c'est 600 millions d'euros d'économisés par an. 600 millions qui doivent permettre la construction de 30 000 logements supplémentaires. Un coup de pouce bienvenu pour construire les 150 000 nouveaux logements promis par le gouvernement. C'est ce que l'on appelle un coup de sang. Et la température est vite montée ce matin côté MEDEF, tandis que le débat sur la transition énergétique lancé il y a 8 mois touchait à son terme. Eh bien, le patronat a quitté la table des discussions pour afficher ses divergences. Colère des Verts, émoi du nouveau ministre de l'écologie, Philippe Martin. Finalement, un document de synthèse remanié en dernière minute sera signé. Retour sur une chaude journée avec Julie Hulin. François Hollande l'avait annoncé comme l'un des grands chantiers du quinquennat. Fin 2012, il lançait le débat national sur la transition énergétique. 9 mois de travail, des centaines de réunions publiques, des experts, des syndicats, des associations. Et aujourd'hui, toujours aucun accord. Il est normal qu'au moment où on achève le travail, il y ait un peu de tension parce que chacun veut défendre son précaré. D'une certaine façon, les recommandations, c'est moi qui les ferai le moment venu au gouvernement et elles se traduiront par un projet de loi qui sera débattu au Parlement. Le nouveau ministre de l'écologie est clair, c'est lui qui aura le dernier mot, mais en attendant, il faut ménager les susceptibilités. Si le dossier de la rénovation énergétique des bâtiments fait consensus, d'autres recommandations divisent. La réduction de la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici 2025 et la réduction de moitié de la consommation d'énergie d'ici 2050. Résultat, le MEDEF fait marche arrière. Certains ont dit que le MEDEF récusait le document, ça n'est pas le cas. Ce que nous disons, c'est que nous voulons que les désaccords soient clairement actés. Mais c'est dans une attitude constructive. J'ai d'ailleurs parlé de désaccords constructifs, comme parfois nous l'avons dit en matière de dialogue social. Pour transformer le modèle énergétique français, le gouvernement devra donc prendre un certain nombre d'arbitrages avant de lancer la loi de programmation énergétique présentée à l'automne au Conseil des ministres et débattue début 2014 au Parlement.
Et dans l'actualité, le Sénat toujours aussi rebelle. Je vous parlais hier de ce nouveau procureur financier chargé de surveiller et de punir la fraude fiscale. Eh bien, le Sénat rejette aujourd'hui sa création. C'était l'une des annonces de François Hollande pour moraliser la vie publique après l'affaire Cahuzac. La droite s'est opposée à ce parquet financier, mais surtout, eh bien, ce sont les sénateurs socialistes qui se sont montrés divisés sur la question, estimant, je cite, qu'il s'agit d'une création aventureuse et qu'il fallait davantage de garanties sur l'indépendance de ce magistrat. On reste au Sénat où la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a été auditionnée aujourd'hui dans le cadre du projet de loi égalité femmes-hommes. Alors ce texte très large qui sera débattu en séance publique la semaine prochaine comprend de nombreuses mesures, du congé parental aux violences faites aux femmes, en passant par les pensions alimentaires. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Parmi les mesures proposées dans le projet de loi, il y a la réforme du congé parental. Aujourd'hui, 97% des congés parentaux sont pris par les mères. Le gouvernement souhaite inciter les pères à prendre une partie du congé. Autre question abordée dans le projet de loi, les pensions alimentaires. La caisse d'allocation familiale procédera au recouvrement des impayés, et ce pour lutter contre la précarité des femmes. On a décidé dans notre loi de nous intéresser à cette question des impayés de pensions alimentaires en créant une garantie publique contre ces impayés, permettant à la CAF de se substituer pour verser une allocation à la mère isolée et à son enfant, et ensuite d'aller recouvrer, la CAF, son dû auprès du débiteur défaillant. Le projet de loi, qui contient 25 articles, vise à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. La présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat regrette que l'un des points essentiels ne soit pas abordé. Je crois que si on veut parler réellement d'égalité hommes-femmes, il faudra se poser la question des mesures pour une égalité professionnelle réelle et la question des salaires, par exemple, qui sont une des grandes dispositions discriminatoires, ne sont pas abordées. Le projet de loi sera examiné par le Sénat le 10 septembre. Aujourd'hui encore, 80% des tâches domestiques sont assurées par les femmes et leurs rémunérations sont en moyenne inférieures de 27% à celles des hommes dans le privé. Et à notre compagnie ce soir pour l'analyse politique, Stéphane Rosès. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Président de CAP et professeur à Sciences Po. Alors nous allons évoquer ensemble, Stéphane, une équation périlleuse pour les responsables politiques et surtout les ministres. Et c'est un casse-tête qui s'appelle les vacances. Tout le monde, bien sûr, a droit à un peu de repos, mais c'est un sujet de plus en plus sensible. Oui, absolument, Sonia. Vous savez, dans l'esprit des Français, les vacances, c'est un repos bien mérité après un travail ardu. Mais d'abord, presque la moitié des Français ne prennent pas de vacances en été. Ensuite, la crise économique fait que les ministres doivent se montrer en la matière exemplaire. Et puis, le discrédit à l'égard du personnel politique fait qu'effectivement, ce sont les politiques eux-mêmes qui intègrent, peut-être éventuellement exagèrent un tout petit peu, le regard des Français là-dessus. Alors d'abord, les vacances vont être courtes pour le gouvernement. Du 2 août au 19 août, c'est encadré par les conseils des ministres. Et puis d'autre part, le président a donné des instructions, car l'année dernière, ça avait un tout petit peu jasé. Il y avait eu les vacances de Madame Filippetti à l'île Maurice. Certains avaient pu estimer que le président aurait pu prendre moins de vacances ou mieux s'organiser avec le Premier ministre. Bilan des cours cette année, c'est à peu près cadré. Alors il y a toujours Madame Filippetti, Madame Duflot et Laurent Fabius qui ont un bonnet d'âne, puisqu'ils n'auraient pas voulu dire aux journalistes là où ils passaient leurs vacances. D'autres comme Pierre Moscovici, Christiane Taubira, Frédéric Huvillier n'ont pas encore dit là où ils allaient, mais globalement, les ministres restent en France. Et c'est amusant, c'est la France de l'Ouest ou la France de l'intérieur du pays. Vous voyez, c'est la rupture avec les années Sarkozy, avec les vacances bling-bling, où il fallait s'afficher. Et donc, la France de l'Ouest, c'est une France plus austère. Tout se passe comme si, pour les Français, des vacances, je dirais, sobres, austères, naturelles, étaient la preuve qu'ils ont véritablement beaucoup travaillé, qu'ils ont besoin de se mettre au vert sans se dépenser dans d'autres choses qu'un simple repos. Merci Stéphane pour votre regard. Et justement, pour terminer légèrement, voici, vous le rappeliez, ce que certains ministres ont prévu. Alors, vacances studieuses pour le ministre du redressement productif. Arnaud Montebourg va mettre la dernière main à son livre. Son titre, c'est Le retour de l'État, qui paraîtra en septembre. Najat Vallaud-Belkacem partira quelques jours dans les Landes. Michel Sapin se rendra en Vendée, à l'Île-Dieu, mais assure qu'il fera des allers-retours réguliers à Paris. Le Premier ministre s'accorde une petite semaine de vacances. Laurent Fabius, vous en parlez
parliez, semble quant à lui blasé des voyages. Le ministre des Affaires étrangères, qui a fait 13 tours du monde en un an, eh bien, prendra quelques jours de repos en France. Vous le savez, puisque vous posiez la question tout à l'heure. Le ministre de l'Éducation précise bien sûr que sa valise sera pleine de livres. Voilà pour les cahiers de vacances de Vincent Payon. Et il y a ceux qui n'ont pas d'idée. C'est le cas de Pierre Moscovici. Et ceux qui ne veulent pas communiquer, vous l'avez dit, comme la ministre de la Culture Aurélie Philippe-Pitié. Voilà, on sait tout, hein. Presque, mais peut-être trop. Mais on va dire aux téléspectateurs qu'on vous retrouve la saison prochaine avec plaisir. Oui, alors ça c'est un plaisir. Donc je vais partir en vacances avec joie. L'esprit tranquille, mais vacances studieuses. Hein, voilà, pour toujours. Plus encore d'analyse pour les téléspectateurs à la rentrée. Merci Stéphane. Sonia. Dans l'actualité, eh bien finalement, le Mandela Day 2013, organisé depuis 2009, le jour de l'anniversaire de Nelson Mandela, aura été un jour joyeux à Johannesburg. Après 6 semaines de mauvaises nouvelles, l'état de santé de Madiba, c'est son surnom, est enfin encourageant. Dans la presse du jour, l'une de ses filles le voyait déjà rentrer à la maison. On voit tout cela avec Simon Barbary. Happy birthday to you. Le peuple sud-africain s'attendait à des funérailles. Ce sera finalement un anniversaire. C'est dans son lit d'hôpital que Nelson Mandela fête aujourd'hui ses 95 ans. Une journée sous le signe de l'espoir depuis que ses médecins ont confirmé une amélioration de son état de santé. De quoi raviver la ferveur des Sud-Africains nombreux ce matin devant les grilles de sa clinique à Pretoria. Nous voulons qu'il quitte l'hôpital parce que nous avons encore beaucoup à apprendre de lui. Il a beaucoup de choses à faire. Nous voulons qu'il revienne. Le 18 juillet, c'est depuis 3 ans le Mandela Day, date symbolique décrétée par les Nations Unies où chaque citoyen du monde est appelé à consacrer 67 minutes de son temps au service des autres. 67 comme le nombre d'années que l'ancien président sud-africain a dédié au service de son pays. Sa famille est d'ailleurs la première à donner l'exemple, comme lors de cette distribution de nourriture dans une école primaire. Je pense qu'il est important pour nous de rendre service et de rendre ce qui nous a été donné, pour perpétuer son héritage. C'est un jour où nous pouvons tous nous réunir et vraiment faire avancer cette démocratie. Victime d'une infection pulmonaire et dans un état critique depuis près d'1 mois et demi, Nelson Mandela est aujourd'hui plus que jamais une icône planétaire. Et la suite du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Mathilde Bélanger. Philippe Verdon a bel et bien été assassiné. L'otage français au Mali, dont le corps a été retrouvé il y a 2 semaines, est mort d'une balle dans la tête, selon les conclusions de l'autopsie. Cet homme d'affaires de 53 ans avait été enlevé avec un autre Français en novembre 2011. Le 19 mars dernier, ACMI avait annoncé son exécution sans qu'elle puisse être vérifiée. Le sort de son associé Serge Lazarevitch est pour l'instant inconnu. 6 autres Français sont encore détenus au Sahel. Christian Vikernes a finalement été relâché. L'extrémiste norvégien arrêté en Corrèze était en garde à vue depuis mardi matin, soupçonné de préparer un acte terroriste. Finalement, son audition n'a pas permis de prouver un tel projet. Il est en revanche poursuivi pour provocation à la haine raciale. L'affaire pétrole contre nourriture sera rejugée. Le ministère public a fait appel de la plupart des relax prononcés la semaine dernière par le tribunal correctionnel de Paris. En particulier celle du groupe pétrolier Total. La relax de Charles Pasqua, en revanche, n'est pas contestée. Le 8 juillet, le tribunal avait estimé, après 8 ans d'instruction, qu'aucune des accusations de corruption, trafic d'influence ou abus de biens sociaux ne pouvait être retenue contre les 20 prévenus. Une analyse contestée par le parquet. En Russie, c'est un nouveau tour de vis contre l'opposition. Alexei Navalny, adversaire numéro 1 du président Vladimir Poutine, a été condamné aujourd'hui à 5 ans de camp de travail pour une affaire de détournement de fonds. Cet avocat de 37 ans, connu pour sa lutte contre la corruption, était en lice pour la mairie de Moscou. Ses partisans dénoncent un coup monté. Cela montre que le pouvoir ne fait pas de compromis. Il met derrière les barreaux tous ses opposants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le dernier des idéalistes a perdu ses illusions selon lesquelles le pouvoir pourrait mettre en place des réformes démocratiques. Ce n'est pas possible, ces autorités doivent partir. Aujourd'hui, c'est devenu clair. Paris s'est dit préoccupé par cette arrestation et Washington profondément déçu par une condamnation politique. À Moscou, plusieurs personnes qui tentaient de manifester près du Kremlin ont été interpellées. L'UMP se serre la ceinture. Les journées parlementaires prévues sur la Côte d'Azur n'auront finalement pas lieu. Vu la situation financière du parti, les sénateurs UMP ont estimé que ce serait malvenu. À la place, les parlementaires devront se réunir sur une seule journée et à Paris, probablement à l'Assemblée nationale.
C'est un Français qui remporte la double ascension de l'Alpe d'Huez. Christophe Riblon est arrivé en tête de cette très symbolique 18e étape du Tour de France. C'est aussi le premier succès tricolore de cette 100e édition. Le Britannique Chris Froome, quant à lui, conserve le maillot jaune. La suite du 22h est en pleine saison estivale. Vous faites peut-être davantage, sûrement. D'ailleurs, attention à ce que vous mangez pour préserver votre ligne. Mais mieux manger peut aussi permettre de prévenir de nombreuses maladies. Bien sûr, on en parle dans un instant avec notre invité. C'est le docteur Patrick Serrogue, médecin nutritionniste. Alors, allier plaisir et santé, c'est désormais un impératif pris en compte par les chefs des grands restaurants. C'est le cas aussi dans les palais de la République. Regardez notre reportage dans les cuisines du Sénat en compagnie de notre journaliste Nathalie Guilloire. Je vous propose donc une séviche de thon avec un fenouil croquant et carvi, une salade de concombre au caillé de brebis. Le menu donne envie, mais est-il bon pour notre santé? Poisson, viande, épices, salade, le contenu de nos assiettes influe sur notre organisme au quotidien. La cuisine de ce chef a donc évolué. Mon but, c'est de bien faire manger les gens sans forcément avoir une quantité de matière grasse hyper importante. Et au contraire, on travaille beaucoup en vapeur, on travaille en basse température, on privilégie les cuissons courtes. Car aujourd'hui, la science invite à notre table et des aliments sont plus conseillés que d'autres. On peut prévenir un cancer sur 5 en agissant sur le contenu de nos assiettes. Légumes verts, thé vert, petits fruits rouges sont les produits les plus à la mode. Et si l'on se dirige côté pâtisserie en cuisine, on peut également se faire plaisir si on trouve ce savant équilibre entre la crème et les fruits. Il ne faut pas trop en abuser, il ne faut pas prendre trop de dessert à base de crème. Là, aujourd'hui, on essaie de jouer surtout sur les fruits. Surtout qu'on nous dit toujours de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc on essaye en pâtisserie d'apporter beaucoup de fruits dans les desserts. En fait. Même si la prévention des maladies par l'alimentation est importante, il ne faut pas oublier de se faire plaisir en toute modération. Et notre invité ce soir dans le 22h, c'est le médecin nutritionniste docteur Patrick Serrogue. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé des conseils prodigués par ces chefs Alors, les chefs ont fait de grands progrès, parce qu'avant, on ne parlait jamais de nutrition quand on parlait chef de cuisine. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a même des écoles de cuisine qui se montent avec des chefs, dans lesquels la nutrition a une part. Donc, on reconnaît aujourd'hui que dans un moment d'agitation au niveau, dirons-nous, alimentaire, eh bien, il faut des bases et que l'on va comme ça donner aux consommateurs. Donc les chefs apprennent. Les chefs apprennent, absolument. Vous leur apprenez. Alors docteur, la question qu'on pose et qu'on vous pose sûrement de plus en plus ces jours-ci, en pleine période estivale, c'est que manger pour rester en bonne forme? Alors c'est vrai que pour rester en bonne forme, il y a quelques règles simples. La première des règles, c'est de manger suffisamment varié. Et pourquoi? C'est un mot banal, varié. Mais en fait, c'est très important. Parce que varié, ça permet d'apporter tous les nutriments, les antioxydants dont notre corps a besoin. Il ne faut jamais oublier que notre corps fabrique des millions de substances chaque jour. Et donc, il a besoin de tous ces nutriments très variés. Et donc, il faut qu'on le mange suffisamment. Quand les patients vous demandent donc que manger pour rester en bonne forme, est-ce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il faut manger pour se sentir bien ou pour porter beau, pour marquer en ligne, ou les deux vont ensemble? Oui, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Il y a d'une part, effectivement, garder son poids déjà. C'est une première préoccupation importante des Français. La deuxième, c'est se sentir bien et surtout essayer de reculer le plus loin possible des maladies possibles. Alors chaque individu, chaque patient a sa recette. Il n'y a pas de recette toute faite pour tout le monde. Non, vous ne conseillez pas la même chose. Alors, si je vous demandais un conseil, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Qu'est-ce que je dois manger? La première chose que je vous demanderais, c'est d'écrire d'abord ce que vous mangez pour savoir comment vous mangez. Donc, je ne préfère pas le faire, pas en public. On le fera après, on fera une consultation plus tard. Mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette miracle, voilà. Il y a effectivement un certain nombre d'aliments que l'on doit consommer en petite quantité, comme les matières grasses qui sont nécessaires et indispensables, comme les acides gras essentiels, mais en petite quantité. On doit manger suffisamment de glucides, c'est-à-dire des sucres, et puis on doit manger aussi des protéines, donc on doit manger de beaucoup de choses. La leçon qu'il faut retenir, c'est que, alors que pendant des années, on a essayé de faire maigrir les gens avec des régimes restrictifs, aujourd'hui on sait que même pour maigrir, il faut leur donner suffisamment à manger, et donc il faut qu'il y ait au moins une entrée, un plat principal, un laitage, un fruit, enfin, quand même une quantité importante
d'aliments. Comment vous identifiez, docteur, ceux qui savent vraiment manger? À quoi on les reconnaît? À leurs courses, qu'ils mettent dans leur panier? Alors, premièrement, vous avez raison, ce sont les courses. Ouais. Quand vous allez surveillez au supermarché, voilà, vous regardez? mais j'ai fait une étude sur les supermarchés et j'ai regardé les caddies. Alors, on s'aperçoit que les très jeunes, par exemple, qui quittent la maison, ne savent plus du tout comment se nourrir. Parce que les parents leur ont préparé à manger, mais quand ils sortent de la maison, eh bien, ils sont désemparés devant ces courses qu'ils n'ont jamais fait. Il n'y a pas d'éducation Il n'y a alimentaire. pas eu d'éducation de course. Il y a eu une éducation alimentaire parce qu'ils savent qu'ils mangent très mal, mais ils ne savent pas comment revenir en arrière et manger mieux. Donc là, il y a vraiment, je pense, un apprentissage des courses et les parents devraient apprendre à leurs enfants comment on fait pour remplir son caddie de manière intelligente et pour sa santé. Il y a une évolution dans ce qu'on vous demande, c'est de plus en plus précis. Est-ce qu'on demande trop aujourd'hui aux médecins nutritionnistes? Non, je crois qu'on ne demande pas trop. On demande aux médecins nutritionnistes d'évoluer avec son temps. Il y a effectivement beaucoup de modes, comme vous l'avez entendu parler, il y a des modes, mais au-delà des modes, il y a aussi la découverte de maladies, du mécanisme de ces maladies, et c'est vrai que la manière dont nous devons manger, eh bien pour moi, elle a changé beaucoup en 30 ans par rapport aux conseils que je donnais à mes patients. Alors il y a vos conseils, docteur, il y a aussi la politique du gouvernement. Est-ce qu'il y a une vraie politique sur ce sujet ou finalement c'est toujours la même chose? Faites attention, faites de l'exercice, mangez des fruits et des légumes. Non, la politique nutritionnelle a été définie en 2001 sous l'ère Jospin et elle a commencé par le PNNS, vous savez. Elle n'est pas restée telle quelle depuis 2001. Non, elle a évolué tous les 3 ans, elle évolue et c'est vrai qu'on révise en fait les conseils aux Français. Donc on va leur demander de manger d'aliments qui contiennent plus de fer, on va leur demander de manger des aliments qui contiennent moins de sucre ou certains acides gras. Donc il y a une évolution en fonction des connaissances qui sont données. Vous parliez des maladies, docteur, il y a l'obésité qui atteint en France 15% des adultes en 2012 et près de 7 millions d'adultes, donc 2 fois plus qu'en 97. Il y a une urgence, ce devrait être une cause nationale. J'allais dire que c'est pas une urgence, c'est un souci constant. D'abord, il n'y a que 15%, ça veut dire quand même qu'il y a 85% d'adultes qui ne sont pas obèses. Bon, il y en a en surpoids, c'est vrai, mais il n'y a que 15% d'obésité. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est que pour ces personnes-là, oui, il faut les prendre en charge. Il faut les aider justement à pouvoir s'en sortir parce que c'est une maladie finalement qui fait beaucoup souffrir les gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une stagnation aujourd'hui. La progression s'est beaucoup ralentie. Donc il y a eu un progrès très net. Chez les adultes. Chez les adultes et les enfants. Et les enfants. Chez les adultes, on n'a progressé que de 0,5% en 3 ans. Et chez les enfants, on est resté stable à 16% en moyenne de surpoids et d'obésité. À quoi c'est dû? C'est très positif. À quoi c'est dû? C'est dû probablement au fait qu'il y a eu beaucoup d'actions au niveau des écoles, qu'il y a aussi une sensibilisation des familles et que finalement, aujourd'hui, on amène plus facilement son enfant ou bien son conjoint vers un nutritionniste ou vers son médecin traitant tout simplement pour avoir des conseils nutritionnels. Donc l'action politique, médiatique a beaucoup d'importance sur ce sujet. Aux États-Unis, docteur Michelle Obama en a fait son principal cheval de bataille. Absolument. Et on commence à voir quelques frémissements sur le changement de comportement. Par exemple, aux États-Unis, ce sont sur les portions. Alors c'est vrai que les pouvoirs publics n'ont pas la possibilité de soigner les gens, mais ils ont la possibilité de sensibiliser la population et donc à la population après. Oui, ils ne peuvent pas les soigner, mais ils peuvent les taxer. Hein. Et alors quand on taxe des aliments, disons, qui contiennent trop de sucre ou des aliments qu'il faudrait manger en moindre quantité, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Quand on taxe, d'abord cet aliment devient un petit peu un emblème, et puis finalement la taxe qu'on va mettre va être une augmentation très relative du prix du produit. Donc ce qui fait que les gens qui en ont vraiment envie vont quand même se l'acheter. Et puis en plus ça le diabolise. Donc je ne crois pas que ça soit une bonne initiative. Donc on a peut-être envie de le manger davantage parce qu'il est diabolisé. Si on a envie de taxer des aliments, on n'a qu'à dire qu'on met une taxe parce qu'on a besoin d'argent. Au moins c'est clair. Trop de produits sont taxés aujourd'hui pour rien, simplement peut-être tous les produits d'abord sont taxés, mais il n'y a pas aujourd'hui encore de taxes sur... Ils sont surtaxés alors disons? Oui, non, ils ne sont pas encore surtaxés. On n'a pas encore surtaxé vraiment les aliments, sauf la bière par exemple, qu'on a surtaxée. Bon, mais il y a très peu de produits qui sont surtaxés aujourd'hui. Mais par contre, il y a une tendance naturelle chez ceux qui ont besoin d'argent en ce moment
de vouloir taxer les aliments et je pense que ce n'est pas une bonne solution. Vous le dites. Alors, docteur, pour terminer, peut-être un conseil, un aliment à privilégier cet été? D'abord les légumes et puis... 5 fruits et légumes par jour. Mais là, c'est facile. Vous arrivez à consommer 5 fruits? Mais vous savez que c'est très facile. Vous le conseillez, mais est-ce que vous arrivez à le faire? Mais bien sûr, c'est extrêmement facile. Quand vous avez une crudité, quand vous avez un légume et quand vous avez un fruit, déjà dans un même repas, vous en avez 3. Alors, vous en trouvez facilement 5 dans la journée. Bon, on va suivre vos conseils. Merci beaucoup, docteur Patrick Sarroc. Je vais rappeler donc vos livres. Celui-ci, Savoir manger, la vérité sur nos aliments. C'est avec le docteur Jean-Michel Cohen. Et puis, il y a celui-ci également, Les enfants à table. Comment transmettre à vos enfants de bonnes habitudes alimentaires. Également, un autre ouvrage à venir sur l'éducation des enfants par rapport aux parents, c'est oui, cela? c'est-à-dire comment finalement vivre ces conflits alimentaires qu'on retrouve dans les familles et comment les aider, les parents et les enfants, à surmonter ce conflit. Les deux, bien sûr. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été notre invité. Merci pour ces conseils qu'on va suivre. Merci scrupuleusement. La suite du 22h et on va s'intéresser à présent aux exportations françaises et en particulier, c'est lié au domaine agroalimentaire. Eh bien, la France ne cesse de reculer. Nous sommes dépassés par les Pays-Bas, l'Allemagne, le Brésil et d'autres. Alors que faire? Eh bien, des pistes sont proposées au Sénat. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Le constat est mauvais. Mis à part le secteur du vin et des spiritueux, la France a du mal à exporter ses produits agroalimentaires. Depuis quelques années, l'Hexagone perd des parts de marché face à une concurrence de plus en plus rude. Depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années pour faire simple, eh bien, la position de la France en matière d'exportation agroalimentaire régresse et que nous sommes passés de la 2e place en l'an 2000 à la 5e place aujourd'hui, avec devant nous d'ailleurs 2 pays européens. La France se positionne désormais derrière les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Brésil. Un constat qui s'explique par une multiplication des acteurs qui participent à l'exportation des produits agroalimentaires. C'est un émiettement des responsabilités, une complexité excessive, des entreprises qui ne s'y retrouvent pas, des dispositifs publics souvent tatillons et en même temps trop illisibles dans l'exercice de leurs responsabilités. Les sénateurs préconisent la création d'un opérateur unique chargé de la promotion et de l'accompagnement des entreprises exportatrices. La dernière page du 22h à présent avec, comme chaque jeudi, la semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. L'occasion de vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette saison. Permettez-moi aussi de remercier la rédaction de Public Sénat et mon équipe, en particulier Tam Tranui, pour son travail à mes côtés tout au long de cette saison. Maintenant, je vous souhaite de très très belles vacances, entourées, je l'espère, de ceux que vous aimez. À partir de lundi, vous retrouvez à 22h Perrine Tarnot. Quant à moi, je vous dis à bientôt et vous le savez, toujours avec plaisir.